Pernod Ricard, est-ce que le timing est bon? On va regarder ça ensemble dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez le partager sur vos réseaux, mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne en cliquant sur rejoindre. Vous aurez accès à toutes les vidéos en avant-première. Pernod Ricard, on regarde ça. Là, on est sur Fiscal AI. Vous avez 15% de réduction via le coupon dans le commentaire épinglé de la vidéo. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des spiritueux et des vins. C'est un secteur qui est cyclique finalement, on s'en est rendu compte. Et après un gros rattrapage en post-2020, on est maintenant sur un crash complet de l'action. L'idée, c'est de voir s'il y a une opportunité d'investissement. Donc sur 10 ans, finalement, on est passé de 100 € à 75 €. Donc on n'a rien fait. Ça, c'est dividende exclu. Au niveau de la market cap, ça va être le même topo. On est parti de 28 000 €, on est maintenant à 19 000 €. Alors, on est parti de 28 milliards d'euros, on est maintenant à 19 milliards d'euros. Si on réinvestit les dividendes, si vous aviez investi 10 000 € il y a 10 ans, vous n'auriez que 9 000 € actuellement. Donc, on a détruit de la valeur sur Pernod Ricard assez violemment sur 10 ans. Pas terrible. Au niveau de l'actualité récente du groupe, comme on est en plein marasme, on continue de vendre des actifs. Donc, la dernière vente importante qui a été faite, c'est les vins effervescents Mumm, Napa. Donc, ils ont vendu ça. Ils sont en train, en fait, d'optimiser le portefeuille. C'est-à-dire qu'ils vendent les activités qui ont des plus faibles marges. Malheureusement, souvent, ils vendent à des prix qui sont un peu bradés, alors qu'ils achètent des marques au prix fort. Cette industrie est spécialiste dans les fusions-acquisitions qui détruisent de la valeur. Ils ont tous tendance à acheter trop cher. Après, derrière, ils doivent déprécier les écarts d'acquisition. Malheureusement. Donc là, comme on est un peu en difficulté, qu'il y a beaucoup de dettes, il faut se séparer d'actifs. Et donc, pour le coup, c'est les vins effervescents qui sont partis. Ils vont continuer à céder des actifs, à mon avis. Au niveau du consensus des analystes, on a une attente sur le premier semestre avec une décroissance à moins 5%, moins 5,7%, donc la fourchette 6,5, moins 6,5, moins 4,4%, et une marge opérationnelle en décroissance de 7,7%. Pourquoi est-ce que cette décroissance est plus importante que la décroissance du chiffre d'affaires? C'est l'effet ciseau opérationnel. Quand vous avez une baisse des ventes, les marges opérationnelles baissent plus vite à cause de l'inverse de l'effet d'économie d'échelle. Typiquement, vous avez moins de volume à écouler sur autant de coûts fixes, et bien nécessairement, ça impacte votre marge. Donc l'année complète 2026, alors ils sont en exercice décalé. L'année complète 2026, elle va être, à mon avis, aussi médiocre que l'année fiscale 2025. Ils espèrent préserver la marge opérationnelle avec une réduction des coûts et des programmes d'économie de 1 milliard d'euros sur 3 ans et un moindre investissement, donc une moindre dépense en capital. De toute façon, ça sert à rien d'investir s'il n'y a pas de croissance derrière, donc il n'y a pas de demande surtout derrière. Donc ils vont baisser les investissements, ils vont baisser les capex, ils vont essayer de faire des économies. On est dans une industrie qui est toujours en difficulté actuellement. Allez, on va regarder les chiffres sur Coifin. Si vous souhaitez vous y abonner, vous avez le lien en haut à droite de l'écran. Donc le cours de l'action, on a déjà vu ça. La croissance du chiffre d'affaires. On est sur une croissance médiane sur 10 ans de seulement 1,2%. C'est pas incroyable. En fait, c'est une industrie qui est plutôt mature. Ça embarque en plus les acquisitions. Alors malheureusement, on ne les a pas ici. Mais en organique, en réalité, la croissance, si on la lisse un petit peu, elle est très faible. En final, je pense que ça va être surtout la croissance du PIB mondial, donc peut-être de 2,5%. Et puis des années où ça se passe mal, on se prend des décroissances de moins 5,5%, comme ici en juin 2025, en 12 mois glissants. On va voir la prochaine publication, mais on s'attend à toujours une décroissance de moins 5%. On n'est pas sorti d'affaires sur Pernod Ricard. Au niveau des taux de marge, on voit que le taux de marge brute est pas si mal. On est sur presque du luxe, en fait, et on est proche des 60%. Bon, là, ce qu'on voit, c'est que sur 10 ans, ils ont perdu un peu de marge brute, parce que il y a quand même un peu de pouvoir de fixation des prix, mais on est en décroissance depuis quelques temps. Donc, ils arrivent à résister à l'effet ciseau négatif avec des augmentations de prix. C'est ce qu'ils appellent la stratégie de premiumisation. Mais il n'y a pas de miracle. Le taux de marge brute est en décroissance.
En revanche, ils arrivent à compenser avec de l'efficience opérationnelle, puisqu'on voit que le taux de marge d'EBITDA, lui, est très stable sur 10 ans. Enfin, il est en légère augmentation, mais depuis quelques temps, il est très stable, alors que le taux de marge brut diminue. Ça veut dire qu'on compense avec de l'efficience opérationnelle. Donc ça, c'est bien, au moins, ils arrivent à resserrer la vis. Sur les opérations, on est presque à 30% de taux de marge d'EBITDA, ce qui est pas mal. Le taux de marge net est à presque 15%, proche de la médiane, ce qui est pas si mal. Et au niveau des free cash flow, c'est là que le bas blesse. On est sur des free cash flow qui sont structurellement, et ça c'est pour toute l'industrie, plus bas que les résultats nets. Donc on est sur les 10% de taux de marge de free cash flow. On va aller voir les effets qui font que c'est le cas, mais voilà, on n'est pas sur une grosse génération de cash dans cette industrie, malheureusement. Donc les marges, eh ben, c'est pas si mal en réalité. Bon, les free cash flow, c'est pas optimal, mais c'est toute l'industrie comme ça. Mais sinon, on voit que en tout cas, les opérations sont très bien gérées et qu'on arrive à compenser le marasme actuel par plus d'efficacité, plus d'efficience. Donc c'est pas si mal. Au niveau de la conversion des bénéfices nets en free cash flow, plus de bénéfices nets que de free cash flow. Voilà, il manque 10 milliards de free cash flow sur 10 ans. Et donc, où est-ce que c'est passé? Donc, d'un côté, on a un besoin en fonds de roulement qui explose. Pourquoi? Alors, 3 éléments dans le besoin en fonds de roulement. Le compte client. Est-ce que vos clients vous payent de plus en plus tard? Les stocks. Est-ce que vous accumulez des stocks et vos produits ne se vendent pas? Et le compte fournisseur. Est-ce que vos fournisseurs vous demandent de payer de plus en plus tôt? Pour le compte client et le compte fournisseur, je pense que c'est maîtrisé puisque c'est quand même un très grand groupe, donc ils peuvent mettre la pression sur leurs clients qui sont les distributeurs ou même des particuliers en direct. Et sur les fournisseurs aussi, ils peuvent mettre la pression, je pense. En revanche, le point, ce sont les stocks. Cette industrie, elle est actuellement sur des niveaux records de stock. Et le problème de ce produit, des produits spiritueux, c'est que les stocks, ils restent très très longtemps. C'est du 10 ans, du 15 ans, du 12 ans, 15 ans. Donc, on va accumuler des stocks et malheureusement, ça a un coût d'avoir des stocks puisque vous devez payer le coût de stockage. Avec des taux d'intérêt en augmentation, ça coûte cher. On voit que le besoin en fonds de roulement est en train de déraper. En 10 ans, on est presque à 10 milliards de variations positives de besoin en fonds de roulement. Si on compare ce besoin en fonds de roulement par rapport au niveau du chiffre d'affaires, on a un chiffre d'affaires à 11 milliards quasiment. Le besoin en fonds de roulement il est presque à 6 milliards. Donc en fait, on est à 50%. C'est énorme. C'est énorme. Après, c'est propre à cette industrie, mais ça fait mal, surtout au niveau de la dette en réalité. Donc, si on regarde les dotations d'amortissement face à la dépense en capital et aux autres éléments non cash, énorme dépense en capital en cumulé par rapport aux dotations d'amortissement. Donc ça veut dire que l'entreprise a investi pour accroître l'appareil productif, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de demande. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont surinvesti alors que derrière, ça génère du stock qui ne s'écoule pas? Donc il y a clairement eu un problème de vision. Ils n'ont pas su détecter que l'industrie, que le marché était en train de se retourner. On va dire, quand on est sorti de la pandémie, bon, ben, on pouvait savoir, enfin, on pouvait se dire: «OK, d'accord, il y a un rattrapage», mais les signaux d'alerte, c'était là, dès que de juin 2023 à septembre 2023, dès que le chiffre d'affaires a commencé à reculer un petit peu, la croissance du chiffre d'affaires en tout cas, eh bien, là, il fallait se dire: «En fait, on n'a pas de c'est pas structurel, c'est pas conjoncturel, pardon, c'est structurel». Bon, peut-être ils auraient pu voir ça sur plusieurs trimestres d'affilée, mais ils ont mis beaucoup de temps à revoir leur fourchette de croissance, moyen terme. Et là, ils sont toujours sur une vision, à mon avis, trop optimiste pour la croissance, moyen terme. Et en fait, la demande a disparu. Donc bon, maintenant, ils vont arrêter de faire de la dépense en capital. À mon avis, ils vont arrêter de faire des acquisitions également et ils vont se recentrer. Et maintenant, ça va plus être un business de croissance en réalité, Donc plus de résultats nets que de bénéfices nets, plus de résultats nets que de free cash flow. On va donc plutôt valoriser les fonds propres en utilisant le price to free cash flow. Et ça va donner une vision plus pessimiste, mais en même temps plus réaliste du groupe. Si on regarde maintenant la rentabilité opérationnelle via le rendement des capitaux investis, on est sur une médiane de 8,2%. Actuellement, on a 8,2, on est sur cette médiane. On est très juste au niveau de la création de valeur. On va dire que donc, la création de valeur, c'est le différentiel entre le rendement des capitaux investis et le coût moyen pondéré du capital. Je pense que sur Pernod Ricard, le coût moyen pondéré du capital doit être à 8% quand même, puisque c'est cyclique. Et que la dette, elle coûte cher aussi. Donc, on est tout juste en création de valeur. Donc, c'est pour ça aussi que sur la longue route, je pense que si on reste à ce niveau-là de rentabilité, eh bien, le cours de l'action va arrêter de s'apprécier hors expansion de multiples. Bon, donc là, on est juste à un niveau de rentabilité. Si on regarde l'endettement, eh ben, on a beaucoup de dettes, évidemment, à cause des éléments que je vous ai mentionnés. 3 fois les l'EBITDA en dette nette, plus même.
3,2 fois. Donc c'est un peu lourd, hein. C'est un peu lourd. Au niveau des free cash flow, c'est plus de 10 fois. Bon, il y a urgence à baisser le levier, en fait, hein, surtout si on est en décroissance. Si on est en décroissance, en fait, le problème, c'est que si votre EBITDA continue à décroître, votre levier va commencer à monter et les banquiers qui mettent des clauses de covenant dans les contrats de dette, eh bien, ils vont appeler, ils vont vous demander, ils vont exercer la clause et ça veut dire qu'il va falloir les rembourser, en anticipé, malheureusement. Et donc ça voudra dire peut-être aussi, à nouveau vendre des actifs et cetera. Bon, en tout cas, ils ont fait un effort pour baisser la dette. Espérons que ça continue, mais là, on est encore trop endetté vu la trajectoire de l'EBITDA. C'est pas rassurant. Si on regarde maintenant la rémunération des actionnaires, on a 1,120 milliard de free cash flow. Ça a vraiment chuté, hein, depuis, décembre 2021, on était à 2 milliards. Ça fait mal, hein. Et donc on verse 1,2 milliard de dividendes. Est-ce que vous voyez pas un problème ici? Là, on est sur un secteur, sur une industrie qui se retourne complètement. Ça fait quand même, allez, quand même 1 an et demi, hein, 2 ans maintenant, et pourtant ils continuent à verser du dividende, à ce niveau-là. C'est pas raisonnable, c'est pas raisonnable. Là, donc ça fait monter la dette, hein. Les, les 80 millions qui manquent, ils font monter la dette. Donc non, c'est pas raisonnable de verser un dividende à ce niveau, mais ils savent très bien que s'ils coupent le dividende, ça fera pas partir la clientèle d'actionnaires qui est là pour le dividende et malheureusement ça fera encore une pression à la baisse sur le cours. Ce qui est beau aussi, hein, ironiquement, évidemment, c'est ces rachats d'actions qui ont eu lieu entre 2023 et 2024 alors que la valorisation est au plus haut. Donc là, c'est de la pure destruction de valeur ça. Hop, donc rendement d'actionnaire 6,4 %, soutenabilité 0. Voilà, donc à un moment donné, il va devoir, faire quelque chose. Soit ils vont là, pour l'instant, ils s'endettent pour verser le dividende, pour faire baisser la dette, ils cèdent des actifs, donc en gros, ils cèdent des actifs pour verser le dividende. C'est pas du tout une stratégie pérenne à long terme. Donc allocation du capital, je pense que c'est un 0 pointé, hein, sur, Pernod Ricard. La valorisation maintenant. Bon, en médiane, on est à 16, mais je pense que ça va être un lointain souvenir, hein, cette, médiane de valorisation. Sur 20 ans, c'est plutôt 15. Bon, mais là, à nouveau, je pense que ça on les reverra pas avant très longtemps, hein, ces multiples-là. On est à un niveau de valorisation qui est celui de 2009, donc quand tout allait vraiment très, très mal. Maintenant, même 2008, hein. Donc voilà, si ça baisse encore un petit peu, on sera sur le niveau de la crise de Lehman. Peut-être qu'on pourra commencer à s'y intéresser d'un point de vue value, mais pour l'instant, le problème, hein, quand on regarde les multiples passés, c'est que là, on prend les l'EBITDA des 12 derniers mois, mais s'il continue à se dégrader, en fait, votre multiple actuel, il est plus haut, enfin, votre multiple forward, il est plus élevé que ce qu'on voit là. Donc méfiance, hein, je pense qu'on n'a pas encore touché le fond sur la valorisation sur, Pernod Ricard. Allez, d'un coup, on va jeter un coup d'œil sur Fiscalaï, sur, les concurrents. Donc ils nous ont pris des concurrents qui me semblent pertinents, hein. Alors celui-là, je ne le connais pas. C'est une société australienne, Treasury Wine Estates Limited. OK, il y a Campari aussi. Donc là, ce sont les Italiens qui font les spritz. Brown-Forman, vous connaissez forcément avec Jack Daniels. Constellation Brands, ils font aussi pas mal de bières, hein. Donc attention, c'est pas exactement comparable. Diageo, c'est le numéro 1 de l'industrie. Et puis on a, alors LVMH, non, je pense pas. On ne peut pas le mettre en comparable. Il y a une branche, évidemment, vin et spiritueux, mais c'est pas leur plus grosse activité. Donc si on trie comme ça, on voit que, bon, il y a Rémy Cointreau, évidemment. Alors on a vu que Rémy Cointreau a publié pas mal, sur la dernière publication, hein, moins de pire que prévu. Donc peut-être que ça commence à rebondir un petit peu. Moi, je pense que c'est un peu trop tôt pour le dire. Donc si on regarde, d'un point de vue rentabilité, un Pernod Ricard, bon, il sera au niveau d'un Campari. Bon, en fait, on est globalement, c'est vrai que Diageo est quand même plus rentable structurellement que Pernod Ricard. Donc et Brown-Forman, après les Américains, ils ont aussi les rentabilités plus élevées parce que les impôts sont plus bas. Donc allez, incomparable, ça pourrait être quand même Campari, mais Campari, il y a beaucoup plus de croissance. On va dire que ça va être du Diageo, hein, le comparable. Diageo se paye, 11,6 fois la valeur en entreprise sur EBITDA, contre 9 fois pour, l'après Fiscalaï. Bon, est-ce qu'il y a une décote importante sur Pernod Ricard? Je pense pas. Quand on regarde ça, je pense pas parce qu'il y a quand même une grande différence de rentabilité, par rapport à Diageo. Donc ils sont beaucoup plus rentables, ce qui explique, qu'il y a encore une petite prime, de valorisation sur Diageo. Si on regarde, ici, donc ça c'est le DCF. On va pas faire un DCF sur, Pernod Ricard. Du coup, c'est pas nécessaire vu que c'est pas une boîte de croissance.
Ce qui m'intéresse plutôt ici, c'est ce qu'ils calculent en termes de coût des capitaux propres. Ici, ils nous mettent du 6%. Ça me semble complètement sous-estimé, ça. Et ils nous mettent un bêta à 0,4. Le bêta, c'est votre sensibilité par rapport au marché. Donc le marché, par définition, il a un bêta de 1. Ici, si le marché bouge de 1, Pernod Ricard bouge de 0,4. Ça me semble sous-évalué ici. Donc je pense que le coût de la dette, oui, par contre, on est sur du 3% après taxe, d'accord. Mais le coût des capitaux propres, à mon avis, il n'est pas du tout à ce niveau. Il n'est pas du tout à 6%. À mon avis, on est plutôt sur du 8,5-9%. Et donc ça nous donne un coût moyen pondéré du capital qui n'est pas à ce niveau-là, mais à mon avis, proche des 7,5-8%. Ce qui me fait dire que Pernod Ricard, là, on est sur une rentabilité de bas de cycle, on ne crée pas du tout de valeur. Et pour l'instant, je ne vois pas une expansion de multiples à venir parce que l'allocation du capital est mauvaise et que l'industrie, pour l'instant, ne se retourne pas. Donc, patience encore sur Pernod Ricard. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.